Madame Sapiens, second épisode, partie 5 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il est difficile de déterminer si un objet a été réalisé par une femme ou par un homme. Les données ethnographiques et les vestiges archéologiques proposent quelques modèles. Ils n'apportent cependant aucune certitude et il serait dangereux de généraliser. La spécialisation n'est pas favorable à la survie d'un petit groupe de personnes. Donc, il est logique que les femmes exercent différentes activités de la même manière que les hommes. Ainsi, si les femmes savent tailler le silex, les hommes savent aussi se préparer à manger. Chacun, à l'exception des enfants, sait se débrouiller seul. La survie du clan repose aussi sur la coopération entre tous ses membres et le partage des tâches se fait en fonction des compétences de chacun. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique sont basées sur une organisation raisonnée et souple. Il n'y a donc pas encore de division stricte du travail. J'appuie l'affirmation. Nous avons vu que les recherches récentes montrent que la femme bénéficie d'un statut privilégié au sein des tribus du Paléolithique supérieur. Mais est-elle pour autant une femme de pouvoir ? Et comment pouvons-nous le prouver ? Homo sapiens enterre ses morts en Europe et au Proche-Orient depuis au moins, 140 000 ans. Des squelettes féminins ont été découverts dans plusieurs sépultures du Paléolithique. Tout le monde est représenté, les hommes, les femmes, les enfants, les nouveau-nés et même un fœtus. Les sépultures masculines semblent être quand même un peu plus nombreuses. Sauf que le sexe de plusieurs squelettes n'a pas été déterminé faute d'indices laissés sur les ossements. Il n'est donc pas certain qu'Homo sapiens enterre ses morts en fonction du genre du défunt. Les corps sont allongés sur le côté, les bras en position fléchie et les jambes en position contractée dans une position fétale ou encore en chien de fusil. Certains corps sont recouverts d'ocre rouge, de sédiments riches en cendres ou de charbon de bois, preuve qu'un foyer est allumé au moment des funérailles, ou des dalles ou de blocs de pierre. Le mobilier funéraire est plutôt rare. Il se réduit généralement à quelques morceaux de carcasse, des bois de cervidés, des cornes de bovidés, des fragments d'ivoire, de défense de mammouth ou des outils en pierre ou en os. Le nombre de sépultures est plus élevé au Paléolithique supérieur qu'à l'époque de Néandertal, qui est pourtant le premier à enterrer ses morts. Les sépultures doubles, triples et multiples sont plus fréquentes et livrent au total 20 squelettes de femmes. Celle de la grotte de Santa Maria d'Agnano, en Italie, contient le squelette d'une jeune femme de 20 ans, enterrée avec son fœtus. Elle porte une coiffe composée d'une centaine de coquillages, des pendeloques avec des canines de cerf, des bracelets et un collier en coquillage. Des outils en silex ont été déposés à côté d'elle. Le corps est recouvert d'ocre rouge. D'autres défunts arborent des coiffes, des diadèmes, des bracelets, des jambelets, des colliers, des pendeloques avec des dents animales, des coquillages, là aussi des os et des morceaux de roche. Quant à la dame du Cavillon, une gravétienne de 37 ans, elle porte une coiffe ornée, là encore, de coquillages marins, de canines de cerf, de jambelets de coquillages au mollet gauche. La nature des éléments de parure et du mobilier funéraire varie assez peu selon le sexe. En fait, le nombre restreint de sépultures de l'époque paléolithique interroge. Sont-elles réservées aux membres de l'élite ? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. D'abord, la nature du sol. Sur un sol acide, les eaux se détériorent rapidement. Ensuite, les grottes peuvent être vidées de leur contenu lors de phases humides et être occupées à de multiples reprises et de façon intensive à la fois par des hommes et par des animaux. Cette occupation entraîne souvent la destruction partielle ou totale des ossements. Parmi les animaux sauvages qui vont venir s'installer dans les grottes, des charognards qui se délectent des cadavres, on peut aussi prendre ça en compte. À ça, il faut ajouter les effets des intempéries qui peuvent entraîner la destruction des sépultures. Enfin, les groupes humains ne pratiquent pas tous l'inhumation. Autre fait à noter, les sociétés paléolithiques sont nomades. Encore une fois, ceux qui décèdent au moment des déplacements sont probablement enterrés sur le lieu même de leur mort. Il serait donc dangereux de conclure trop vite à l'existence de rites funéraires réservés à une élite. Toutefois, la richesse du mobilier funéraire et les soins apportés à la dépouille reflètent le statut social quand même du défunt. Une sépulture magdalénienne mise au jour à Saint-Germain-la-Rivière en Dordogne
contient le corps d'une jeune femme richement parée. Son cou est orné d'un collier composé de 72 canines de cerf. Or, je l'ai dit plus haut, le cerf est extrêmement rare sur ce site pendant la période froide. Il vit surtout dans les régions cantabriques ou méditerranéennes. Ce collier indique donc le statut social élevé de la défunte ou du groupe, en tout cas, auquel elle appartient. Soyons donc clairs, aucun argument archéologique ne conforte la thèse du statut social inférieur de la femme au Paléolithique. Elle prend une part active aux activités importantes du groupe. Elle est honorée grâce à ses talents multiples. Sa parfaite connaissance des vertus médicinales des plantes lui concède un statut de guérisseuse, peut-être même de chamane. Elle serait donc considérée comme un être puissant, capable de communiquer avec les esprits ou les forces supérieures. Et s'il s'agit encore une fois que d'une simple hypothèse, certaines sociétés de nomades actuelles sont guidées par des femmes chamanes qui interviennent auprès des puissances de la nature lorsque le groupe subit les aléas du sort comme des maladies ou des catastrophes naturelles. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur sont des sociétés en fait égalitaires, où l'individu est respecté pour ses qualités de chasseur ou de médiateur. C'est comme ça qu'il acquiert des avantages, du prestige et le respect des autres membres de la tribu. Il peut très bien s'agir d'une femme intelligente qui sait rassembler tous les membres du groupe dans les moments d'épreuve. Peut-être que c'était le cas de la dame du Cavillon qui a été inhumée de façon splendide. Son mobilier funéraire se compose d'un poinçon en os de cheval, de 2 fines lames taillées dans du silex provenant d'une carrière distante de 150 km et d'une coiffe tressée de coquillages méditerranéens bordée d'une centaine de canines de cerf et de biches. Le corps est entièrement recouvert d'ocre. L'aménagement de la sépulture est le fruit du travail du groupe entier. Il marque donc le respect que ses membres accordent à la défunte et s'est volontairement privé d'objets fonctionnels comme les lames de silex ou précieux, difficiles à obtenir. Ils ont été considérés comme utiles à la défunte pour accomplir le mieux possible son passage dans le monde de l'invisible. Cette femme n'est donc pas n'importe qui. Revenons à la femme magdalénienne de Saint-Germain-la-Rivière, vieille de 15 700 ans. La tombe a été creusée pour préserver le corps des dents des charognards et renforcée par 2 dalles autour du corps et 2 dalles au-dessus de lui. La défunte, recroquevillée en position fétale, est recouverte de plus de 70 craches de cerf, vous savez, les prémolaires dont je parlais déjà dans l'émission précédente, réparties par paires de dents. Les archéologues estiment que cette parure a nécessité pas moins de 65 cerfs différents, surtout des jeunes mâles, parce que ce sont eux qui produisent les plus belles craches. Toutes ces dents ont été obtenues par le biais d'échanges avec des tribus vivant dans le sud-ouest de la France. Il s'agit d'objets exceptionnels accumulés au cours du temps avant d'être déposés dans la sépulture de cette femme. Il s'agit donc là encore d'un personnage important qui jouissait de son vivant d'un statut particulier. La femme possède en outre le pouvoir de guérir grâce à sa connaissance des vertus médicinales des plantes qu'elle cueille. Le site d'Oalo, donc en Israël, dont j'ai déjà parlé, a livré les vestiges de plantes thérapeutiques telles que le tamaris, utilisé pour soigner les blessures, le chardon, employé pour apaiser les maux de ventre, ou encore le mélilo, réputé pour ses vertus coagulantes. Néandertal savait déjà, il y a 49 000 ans, comment calmer les maux de dents par l'application de cataplasme. Un individu qui reposait dans la grotte d'El Cidron avait traité son abcès dentaire à l'aide d'une pâte végétale contenant des bourgeons de peuplier riches en salicates, une aspirine naturelle. Les femmes gardiennes du monde végétal sont donc les premiers médecins, et encore une fois, voire peut-être même des chamans. La grotte des Trois Frères dans l'Ariège, occupée entre 17 000 et 10 000 ans, conserve un étrange personnage qui a fait couler beaucoup d'encre jusque-là. Il s'agit d'un être anthropomorphe avec des oreilles et des bois de cervidés barbus et dont le corps se termine par une queue de cheval. Sa posture singulière, presque théâtrale, a suggéré à certains chercheurs qu'il pourrait s'agir d'un chaman déguisé en pleine transe. Les populations sibériennes connaissent d'ailleurs des femmes chamanes. Les premières spiritualités semblent avoir été associées aux grottes. La forêt de Fontainebleau, près de Paris, dissimule en son sein une cavité de forme triangulaire.
On y entre, écoutez bien, par 3 fentes sculptées par une main humaine. Le plafond bombé évoque le ventre d'une femme enceinte. Au fond de la cavité, un immense pubis a été sculpté là aussi, par des mains humaines. 2 blocs en relief de chaque côté du pubis ressemblent à d'immenses cuisses sur lesquelles galopent 2 chevaux. Leur style a permis aux préhistoriens de dater l'aménagement de la grotte aux alentours de 20 000 ans. Il se trouve au bout d'un étroit boyau évoquant le passage d'un nouveau-né lors de l'accouchement. Au moment de fortes averses, la pluie coule naturellement le long de la fente centrale, suggérant la perte des eaux juste avant la naissance. Il s'agit véritablement, on peut le dire, de la version paléolithique de l'origine du monde. Cette cavité, à la forme naturelle évocatrice, témoigne d'un mythe fondateur dans lequel la femme de la préhistoire serait à l'image de la matrice originelle par où le monde aurait été enfanté. Transformée en une sorte de sanctuaire, elle incarne à elle seule la mère originelle qui enfante le monde. Elle devient la mémoire d'une cosmogonie de l'âge de pierre. Et voilà, le statut de la femme préhistorique change radicalement au néolithique. La domestication des animaux s'accompagne d'autres modes de domination exercés entre les humains, notamment par les hommes sur les femmes. Elle marque donc à ce moment-là la naissance de ce que nos contemporains appellent l'inégalité des sexes.